qui est une présentation qui à la fois reboucle avec la présentation précédente, mais aussi avec les mentions qui ont été faites par messieurs Jacques et Boudy tout à fait au début de cette session. Et donc, qui est vers une IA responsable et sûre, donc qui va être présenté par Noza Boujama. Donc, c'est avec plaisir que je peux introduire Noza. Donc, Noza est directeur de recherche à INRIA. Elle est surtout maintenant directeur de l'Institut Data IA, donc le premier institut des sciences des données, d'intelligence et société. Elle a été chef de projet de la plateforme. Elle est chef de projet de la plateforme scientifique Transalgo pour la transparence et la responsabilité des systèmes. Donc on reboucle avec tout à l'heure. Précédemment, elle a été responsable scientifique du groupe de recherche Immédiat à INRIA, et puis directeur du centre de recherche INRIA Saclay pendant 5 ans. Donc Noza est une experte en apprentissage automatique, recherche de contenu et multimédia à grande échelle, reconnaissance de forme, apprentissage semi-supervisé et actif. Elle cumule les honneurs, puisqu'elle est chevalier de l'Ordre national du mérite, directeur fondateur de Digital Society Institute, présidente du conseil scientifique et technologique de Systemix, membre des conseils d'administration de Big Data Value Association, est conseillère internationale pour le programme japonais JST Crest Presto, donc qui est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, et membre de nombreux conseils scientifiques, en particulier INRA et Centrale Supélec. Donc c'est avec plaisir, Noza, que je te laisse la parole. Bien, merci Jean-Noël. Bonjour à tous. Donc, dans la continuité des exposés précédents, donc, on va essayer d'aller encore dans la même direction, c'est-à-dire vers une IA responsable et une IA sûre, en reprenant la question et donc l'interrogation de tout à l'heure. Bien. Alors, bon, il y a une image qui se balade, mais c'est pas grave. Tout d'abord, donc je voudrais, avant de rentrer dans les différentes idées que je voudrais partager avec vous, en fait, insister sur l'idée suivante, c'est-à-dire la dualité des données et des algorithmes. C'est-à-dire quand on va discuter ou parler de responsabilité de l'IA ou de la gouvernance des algorithmes ou de la transparence des algorithmes, il ne s'agit pas que des algorithmes, mais d'un duo qui est données et algorithmes, dans la mesure où les données, sans les algorithmes qui les traitent, les analysent, qui créent de la connaissance et qui en créent de la valeur, eh bien, c'est une masse inerte inutile, en fait, en gros. Des données disponibles, c'est pas forcément une valeur en soi, c'est les données qui sont traitées par un algorithme, et inversement, d'ailleurs, un algorithme, quelle que soit sa performance, s'il utilise des données ou bruitées ou pas de bonne qualité, quelle que soit d'ailleurs l'origine de cette mauvaise qualité, eh bien, ça peut être à côté de la plaque. Donc, il est essentiel de considérer cette dualité dans la suite donc de ce que, enfin, en tout cas, du contenu de mon exposé. Et donc, on appelle ça souvent les systèmes algorithmiques, donc données et algorithmes. Bien, donc, à partir du moment où on dit qu'il y a les données, et les données sont partout, en fait, aujourd'hui, étant donné le côté... le côté algorithme qui est diffusé partout, en fait, et d'une manière assez transparente, on oublie souvent de dire, en même temps qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup d'algorithmes qui sont déployés. Et donc, à partir du moment où il y a cette grande diffusion des algorithmes dans des usages qu'on ne soupçonne pas, en fait, il est essentiel, hein, au final, d'avoir, et c'est ça, je dirais, la thématique de la deuxième tranche de la matinée, donc c'est l'IA de confiance, quelle responsabilité et quelle robustesse, justement, ça c'est important. Donc la transparence et la confiance sont essentielles. La confiance c'est bien, mais la preuve de la confiance c'est mieux. Et en fait c'est un peu ça le point de mon exposé, c'est-à-dire que de mon point de vue, l'IA est une partie de la solution. Les lois ne protègent pas de tout. Et j'apporterai un certain nombre d'exemples. RGPD c'est bientôt déployé. J'ai rien contre, mais en tout cas, c'est une opinion strictement personnelle. Je ne fais pas partie des personnes hyper enthousiastes pour le GDPR, dans la mesure où il y a le Cloud Act. Je suppose que vous êtes au courant de ça, enfin de l'action de Trump récente,
Donc, en termes de protection des données personnelles, eh bien, il a fait voter des lois pour tous les providers de services que tout le monde utilise, qu'ils soient en capacité de réquisitionner, d'explorer n'importe quelle donnée. À partir du moment où le service est gratuit, les Gmail, les Google Docs, les Google Drive, tout le monde, plein de gens travaillent avec ces outils. Et en fait, tous les acteurs américains, que les données soient aux États-Unis ou que les données soient en dehors des États-Unis. D'ailleurs, cloud, c'est pas pour le mot cloud computing, hein, c'est la clarification d'un point de vue juridique de l'usage des données de l'étranger. Donc c'est assez explicite quand même. Donc voilà, je dis que en fait le point c'est que se protéger par les lois c'est très bien. En tout cas, ça part d'une très bonne intention et c'est le rôle d'ailleurs justement je dirais des parlementaires aussi bien français, nationaux qu'européens. Je dirais c'est chacun son rôle, mais c'est aussi à la communauté de recherche et d'innovation également d'apporter le soutien nécessaire d'un point de vue algorithmique, parce qu'aujourd'hui, les algorithmes, et là aussi c'est mon deuxième point, sont les meilleurs alliés de l'humain. C'est-à-dire, tout comme on dit la confiance, etc., les algorithmes, l'IA, l'éthique, plein de gens se posent beaucoup de questions, mais en fait, l'humain à lui seul, par ses propres moyens, ne va pas pouvoir observer le comportement de ces dits algorithmes. Et en fait, c'est d'autres algorithmes, justement, que la communauté scientifique met en place, et notamment dans DataIA, et justement, je reviendrai là-dessus, dans le contexte DataIA, c'est pour justement renforcer le pouvoir, je dirais, à la fois des citoyens, des entreprises, et d'une manière beaucoup plus large, donc au niveau de l'usage des algorithmes et de leur transparence. Et d'ailleurs, quand je dis transparence, là aussi j'aimerais bien clarifier de quoi je parle, parce qu'en général on dit transparence, mais on peut sous ce même concept inclure énormément de choses. Oui, on peut avoir raison d'inclure énormément de concepts derrière transparence, mais en tout cas, de mon point de vue, la transparence, il y a une chose essentielle, c'est la réduction de l'asymétrie informationnelle entre donc ceux qui produisent les services numériques et ceux qui les consomment. C'est vraiment la réduction de la symétrie informationnelle de ce point de vue-là. Alors, que le consommateur de ces services soit citoyen, et là, effectivement, là, on est dans le cadre B2C et on parle de liberté individuelle, de droits civiques. Et je dirais les questions de transparence et d'éthique ont beaucoup été cristallisées autour du contexte B2C, en fait. Mais on oublie souvent que la question de la transparence, pour revenir à une des questions sur la compétitivité, en fait, on peut également appliquer le principe de la transparence et de la réduction de la symétrie informationnelle dans un contexte B2B. Un contexte B2B, s'il n'y a pas de transparence, en fait, dans ce contexte-là, on peut se retrouver dans des situations de concurrence déloyale ou d'abus de position dominante d'un industriel vers un autre. Donc en fait, ça ne touche pas uniquement le contexte B2C, même s'il est le plus médiatisé à travers APB, etc., l'admission post-bac, sur l'explication, le droit à l'explication, et même sur la loi pour la République numérique, le droit à l'explication. Une fois qu'on a dit le droit à l'explication, quelle est l'applicabilité si on ne dispose pas d'algorithmes qui vont pouvoir aider aussi le régulateur d'appliquer la loi? Donc, en fait, je ne vais pas tout dire quand même sur le même slide. Donc je vais... Par contre, un point essentiel et intéressant, c'est que quand le client de ces services numériques, quand le consommateur de ces services, c'est l'État, là, on est dans un contexte je dirais, on peut faire face à des problèmes de souveraineté. Si l'État, par exemple, c'est pas ainsi parce que c'est le cas, traite les données sensibles de la sécurité intérieure par une entreprise étrangère qui est sous le Patriot Act et le Cloud Act. Donc il y a un petit souci si on n'a pas justement les algorithmes de transparence qui vont permettre de réduire cette asymétrie informationnelle, c'est-à-dire savoir les données sensibles sont utilisées comment, sont transformées comment, sont utilisées par qui, enfin quel est le circuit d'usage de ces données, en fait. Donc c'est pour vous dire que en fait la transparence c'est d'une manière large une question de confiance et de responsabilité, et je viendrai un peu plus tard sur la question de la responsabilité. Bien, donc très rapidement, d'un point de vue, donc les algorithmes dans la vie quotidienne,
effectivement, donc, je ne vais pas donc, m'attarder longtemps sur les exemples de recommandations de biens et de services. Donc là, la recommandation de biens et de services, effectivement, là, on parle de concepts subjectifs. Quand on dit un service est loyal, il est loyal pour qui? Est-ce qu'il est loyal pour le concepteur du service ou pour le consommateur? C'est-à-dire, si on vous recommande un produit, est-ce qu'il est réellement personnalisé selon vos traces, les traces numériques que vous laissez, donc le profil, ou est-ce que c'est fait pour réduire le stock du vendeur, ce qui est tout à fait possible. Donc dans ces cas-là, il est loyal en fait à celui qui a produit le service et pas forcément loyal au client, enfin au consommateur. Donc d'un autre côté, par exemple sur l'opacité sur l'usage des données personnelles, je vais donner un exemple là aussi qui n'a rien, qui n'est pas du tout lié à l'IA, moi je dirais, une composante logicielle qui est installée sur votre téléphone. Donc en général, ça vous pose la question, est-ce que vous voulez partager vos données personnelles, données personnelles en termes de GPS, est-ce que je partage ma position GPS? Je ne partage pas ma position GPS. Eh bien, en général, les gens prennent l'exercice au sérieux. Oui, je veux partager. Non, je ne veux pas partager. Et en fait, une étude avec la CNIL et un groupe INRIA a montré que, en fait, quelle que soit la réponse, quelle que soit la case qu'on a cochée, oui, je partage, non, je ne partage pas. Et en fait, la position GPS était prise en compte. Et ça, c'est à travers les données, justement. En fait, l'observation, c'est ce qu'on appelle les approches de Information Flow Monitoring. C'est l'observation des données entrantes, des données sortantes et des appels système. Ben, on est capable d'objectiver un peu ce qui se passe. Et donc, de se rendre compte, finalement, le consentement, c'est un droit qui est assez ancien. Je veux dire, c'est pas récent. Donc, le fait d'avoir ce droit-là, finalement, ne protège pas, en réalité, des pratiques. Si le provider du service veut faire autre chose, c'est pas l'humain par ses propres moyens, encore une fois, qui va pouvoir se rendre compte de la situation. Et donc, c'est à travers ce type d'algorithme, donc les algorithmes qui vont apporter, qui vont inverser, en tout cas, qui vont nous rendre compte de ce qui se passe derrière le miroir. C'est un peu ce genre en fait, d'algorithme dont je parle pour la suite. Alors, le credit scoring, c'est un exemple. Pas pour dire que, en fait, quand un établissement financier veut identifier en fait, les clients qui ont des problèmes financiers, en tout cas, quelle est la nature pour quantifier le risque, pour leur prêter, pour faire un prêt bancaire. Donc là, pour avoir justement ce score, il y a un algorithme, bien entendu, mais pour constituer cet algorithme, ses paramètres et ses règles de décision, il faut déjà constituer un corpus d'apprentissage, des exemples donc de clients solvables qui sont considérés par celui qui fait le service comme solvables et des exemples plutôt négatifs par rapport à des gens qui ne seraient pas trop solvables. Et donc déjà, dans la sélection des données d'apprentissage, il y a un parti pris. Il y a un parti pris. Donc, finalement, il y a des opinions encapsulées dans les systèmes algorithmiques à travers les données d'apprentissage et à travers les paramètres. Je dirais que tous les établissements bancaires ne vont pas avoir forcément le même indice de calcul du score, justement. Par exemple, il y a une étude aux États-Unis, il y a un indice FICO, il y a des petits malins qui savent comment l'indice est calculé. Et en fait, ils s'arrangent pour précisément laisser les bonnes traces, c'est-à-dire quitte à avoir plusieurs cartes de crédit, quitte à jouer avec le montant et la régularité des retraits, etc. En tout cas, ceux qui savent que les traces qui sont laissées sont importantes pour finalement décider de leur niveau de risque bancaire. Et donc, il y a des gens qui s'arrangent pour que ça soit toujours au plus haut score, c'est-à-dire, je crois, de l'ordre de 850, alors que d'autres personnes qui ne savent pas comment l'algorithme est calculé arrivent les mains dans les poches et vont avoir un score probablement moyen, alors que je dirais que la situation des deux personnes pourrait être comparable d'un point de vue solvabilité. Et donc là, ça crée donc une autre situation de discrimination, c'est entre ceux qui savent comment marchent les algorithmes et ceux qui ne savent pas. Et là, c'est juste pour introduire l'importance de la formation. La formation, la culture numérique, donc le plus tôt elle sera démarrée,
le mieux c'est pour, je dirais, vraiment, c'est des questions de citoyenneté, c'est vraiment important dans un monde où les services IA et non IA, enfin les services numériques au sens large, sont de plus en plus déployés. Alors, OK. Bien, donc, du coup, donc là, effectivement, j'ai mentionné des fois le parti pris qui est incorporé dans les algorithmes, dans la manière de sélectionner les données, etc. Mais il y a aussi parfois, donc j'attire l'attention, que parfois on peut avoir des situations de discrimination qui ne sont pas intentionnelles, qui sont tout simplement liées à un manque de maîtrise technique, justement, du déploiement de ces algorithmes. Et là, on est clairement en situation où on parle de robustesse, effectivement, algorithmique. L'algorithme en question sur le deep learning, effectivement, il est très efficace, mais il est extrêmement vulnérable, justement, aux données bruitées. D'ailleurs, l'humain est toujours capable de distinguer. Enfin, on peut... c'est dommage, j'ai pas... afficher ici deux exemples où l'humain est très très clairement capable d'identifier l'objet en question. On introduit un bruit, enfin même minime, qui n'est pas perceptible à l'œil nu, et l'algorithme d'apprentissage se trompe. Enfin, d'ailleurs, c'était, je crois, je ne connais pas le pourcentage de bruit qui a été injecté dans cette image, mais en tout cas, pour beaucoup moins que ça, l'algorithme d'apprentissage le plus puissant est capable, enfin pas capable, mais je dirais, on peut tout à fait le casser, en tout cas l'efficacité de ces algorithmes. Donc, je dirais que des problèmes non intentionnels peuvent être posés et causés par un manque de maîtrise de la robustesse. Et quand on dit robustesse, c'est par rapport justement aux données. Bon, tout à l'heure aux données. Donc, il y a la robustesse, mais aussi la reproductibilité. Donc, dans la robustesse, il y a plusieurs façons de traiter la robustesse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous, dans Dataïa, notre objectif, c'est vraiment de faire de la co-conception de manière interdisciplinaire, justement, de ces algorithmes IA, parce qu'un chercheur en informatique ou en mathématiques ne peut pas se décréter juriste. Quand on dit algorithme responsable, à un moment donné, les juristes du numérique sont tout à fait là pour... Et ils comprennent vraiment très très bien les situations, et on a déjà... justement à travers l'expérience de l'Institut de la société numérique, étudier en tout cas fait la preuve de concept que juristes et informaticiens peuvent travailler ensemble, justement pour la conception dès le départ de ce type d'algorithme responsable. Et c'est là où on dit by design, c'est-à-dire par construction. C'est pas on fait du techno-push. Et puis ensuite, on va se poser des questions. Est-ce que finalement, ça respecte les lois nationales, européennes, etc. Ou alors, on a un certain nombre de choix technologiques. Et puis, une fois que l'algorithme, la solution est développée, on va se poser la question du modèle économique, etc. L'approche Dataïa, elle est justement interdisciplinaire par construction. Donc, dès la conception, on travaille avec d'autres disciplines. Et donc, je reviendrai sur les autres disciplines plus tard. Alors, effectivement, sur les machines, sur les algorithmes d'apprentissage, souvent, on peut, d'ailleurs, moi qui ai travaillé dans le domaine de la reconnaissance d'objets, souvent, donc avec mes thésards, on discutait des résultats, de performance, etc. On a beaucoup travaillé sur des questions de performance et on essaie de voir les variables explicatives, pourquoi on a obtenu ce score-là. Et de temps en temps, on se rend compte qu'au final, un score, même s'il est haut, en fait, on est assez... je dirais, on s'interroge parce qu'on se rend compte que le score important, finalement, on a, à la place de construire le modèle de l'objet, on a construit le modèle de son contexte. Et donc, c'est des choses qui arrivent. Donc, d'avoir des scores élevés sans pour autant construire le modèle de l'objet en question. Maintenant, quand on est dans le domaine de la vision par ordinateur, reconnaissance d'objets, c'est des choses qui sont facilement interprétables, moi je dirais d'un point de vue humain, en tout cas en termes de résultats. Mais si on est dans d'autres domaines qui ne sont pas de la reconnaissance visuelle, eh bien, on peut avoir après des difficultés d'interprétabilité justement des résultats obtenus. Donc, c'est pour ça que le point, c'est vraiment
je disais que l'IA est une partie de la solution, c'est-à-dire développer des algorithmes qui soient... alors, là aussi, c'est assez étonnant de voir un certain nombre d'algorithmes, d'ailleurs des fois développés dans des laboratoires de recherche d'un certain nombre de GAFAM que je ne vais pas mentionner, mais de l'équité by design. C'est très intéressant, en fait, comme équité by design dans les algorithmes d'apprentissage supervisé. C'est-à-dire qu'à la place de supprimer les données discriminatoires, pas discriminantes, hein, donc à la place de supprimer les variables et les données discriminatoires, au contraire, il faut les identifier pour que ça puisse avoir un impact, construire un modèle mathématique pour que ces variables discriminatoires pèsent le moins possible sur la décision au final. Donc, parce que tout simplement, on s'est rendu compte que quand on supprime du jeu de données, quand on supprime les données discriminatoires, et en fait, les autres données arrivent à reconstituer les données discriminatoires. Donc, ça ne sert à rien de les supprimer au final. Au contraire, il faut les identifier pour que on puisse avoir un modèle qui réduise l'impact sur la décision finale. Et c'est ça qui est important. C'est pour ça que c'est par construction qu'il faut avoir ces considérations-là. Bien, donc c'est pour ça que je disais qu'effectivement, entre les différentes lois, c'est bien, mais très clairement, ça ne protège pas, en tout cas pas assez. Quand je dis pas assez, c'est-à-dire ça ne nous apporte, on n'a pas les preuves de la confiance, on n'a pas les preuves que, par exemple, le consentement est respecté, etc., etc. Donc GDPR, c'est bien, la notion de portabilité, c'est bien, mais est-ce qu'on a le choix? Donc la portabilité des données de quel service vers quel service? On n'a pas énormément de services, je dirais, non... Bon, bref, on peut en discuter plus tard. Moi, je préfère avoir le choix et avoir justement des outils de transparence qui vont éclairer les consommateurs de ces services. Enfin, c'est une opinion que je partage avec vous. Bien, sur les biais algorithmiques dont je parlais tout à l'heure, effectivement, donc rapidement, comme il faut considérer les systèmes algorithmiques, donc données et algorithmes, d'un point de vue données, il y a différentes sources de biais. Bien entendu, il y a les attaques malicieuses. Alors là, ça c'est la chose vraiment la plus difficile parce qu'on peut croire qu'on a tout le process qui est en route, les meilleurs algorithmes et tout ce qu'il faut. Si les données sont attaquées, là c'est vraiment la divergence assurée. En tout cas, on est à côté de la bonne décision. Mais en même temps, il y a aussi un sujet, c'est la représentativité des données. Faire attention à ces sources des données. De temps en temps, il y a quelques études de sociologie computationnelle ou même des fois de l'INSEE ou de son équivalent européen, Eurostat. Justement, donc, lors d'une discussion, on a attiré l'attention sur le fait, avant de tirer des conclusions sur des statistiques européennes, en fait, il faut bien analyser la source de ces données la source en termes de représentativité. Parce que si on prend la source des données comme étant les données qui proviennent d'un téléphone mobile ou des comptes Facebook, eh bien, on va avoir la représentativité des comptes Facebook ou des téléphones mobiles. Donc, il faut vraiment faire attention à la représentativité, d'une manière générale, des sources d'informations pour traiter un sujet donné. Ouais. Alors, juste, voilà... Donc effectivement, il y a plusieurs concepts ici que je ne vais pas rentrer là-dedans, qui sont très différents et parfois il y a une grande confusion sur la preuve, la certification, la performance, la responsabilité. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais juste j'attire votre attention sur une différence intéressante entre éthique et responsable. Bien entendu, il y a une actualité récente sur Cambridge Analytica et Facebook. Ce cas-là, il combine en fait deux problèmes. Pas seulement l'usage des données personnelles non autorisées de Facebook, mais le modèle lui-même de Cambridge Analytica, c'est-à-dire que utiliser les sciences des données pour faire du ciblage, pour du marketing digital, c'est bien pour acheter ou influencer, pour acheter une chemise, un stylo, enfin un bien de consommation qui, effectivement, s'il n'est pas adapté, en fait, on change. Mais quand les mêmes techniques de marketing digital sont utilisées dans le domaine de la politique, ça devient du marketing politique. Et là, c'est des sciences des données pour faire de l'influence des opinions.
Et donc, l'impact sur les démocraties, on a très bien vu l'influence sur 2 élections. Il se trouve que si on influence quelqu'un pour 100 votes une fois, on vote une fois tous les 4-5 ans. Donc, si on veut changer d'avis, il faut attendre. Et en attendant, on a le Cloud Act, par exemple. Donc là, il y a un vrai problème. Bon, j'ai vraiment regretté de ne pas prendre un screenshot de Cambridge Analytica avant le scandale avec Facebook, parce que c'était affiché en grand, il s'est revendiqué, donc ils ne violent aucune loi dans leur modèle business, c'est-à-dire venez nous voir, nous sommes les meilleurs pour influencer les opinions. C'était leur modèle marketing, donc c'était ça qu'ils vendaient. Maintenant, vous n'allez plus trouver ce genre de texte sur leur homepage. Donc là, clairement, il n'y a pas de, aucune loi n'est violée. Il n'y a pas je dirais, de problème en termes de responsabilité en tant que tel, d'un point de vue juridique, j'entends. Mais éthiquement, très clairement, c'est extrêmement limite d'utiliser les sciences des données pour influencer les opinions et les démocraties. Bien, donc c'est pour ça que s'approcher et évoluer, en tout cas dans la direction de l'IA responsable, il y a les approches par auditabilité, donc a posteriori, et puis l'approche de construction, donc pour avoir des algorithmes en fait conformes aux valeurs de société, c'est l'éthique, et aux valeurs juridiques, qui est la loi. Effectivement, donc nous avons fait Dataïa dans cet objectif-là et avec ses motivations, donc avec 4 priorités interdisciplinaires, des données aux connaissances et de données à la décision, de l'apprentissage à l'IA, transparence, IA responsable et éthique, la protection des données, la régulation et l'économie. Et donc là, en termes de socle disciplinaire, nous avons des expertises et des chercheurs en mathématiques, en informatique, mais aussi en management, en sciences économiques et sociales et en sciences juridiques. On a également un programme d'affiliation industrielle. Et puis, donc, vous voyez nos 14 membres fondateurs, qui sont quasiment la plupart des acteurs académiques du plateau, du site, en tout cas, de Paris-Saclay. Et c'est assez inclusif et on est amené à élargir justement notre partenariat d'une manière plus importante en fait en termes d'écosystème. Donc on a, au-delà de nos membres fondateurs, on a des relations aussi internationales avec Alan Turing Institute à Londres, l'Institut Data Science à Columbia à New York, le N2I à Tokyo, Ivado à Montréal et avec MIT IDSS aussi, c'est quelque chose qui est équivalent à Dataïa et à Ivado, qui sont très proches en termes de structure. Nous sommes en discussion avec un certain nombre d'industriels sur des cas d'usage, donc plus ou moins avancés, ceux qui sont mentionnés ici. Donc en fait, très rapidement, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail là-dedans, mais bien entendu, sur l'apprentissage et l'IA, il s'agit de faire de la recherche fondamentale sur les algorithmes d'apprentissage. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur l'adaptabilité, la généralisation, le sens commun et le non supervisé. On est loin du compte pour l'instant. Mais également sur la reproductibilité et l'apprentissage robuste. Donc ce sont des choses qui font partie des thèmes de la recherche fondamentale qu'on développe dans Dataïa. Sur le deuxième axe, en fait, là-dedans, on va trouver justement la coévolution humain-machine dans les systèmes autonomes, les agents conversationnels, les véhicules autonomes et les robots sociaux. Donc, on a en fait à l'intérieur, en fait, sur les deux premières, sur les deux premiers challenges, en fait, c'est très matinfo, il faut le dire. Sur le troisième et le quatrième, donc le troisième qui est transparence, IA responsable et éthique, là on est beaucoup plus en interface et en interaction, en co-conception en fait avec les sciences humaines et sociales, à la fois juridiques, sociologiques et sciences économiques. Et donc là, par exemple, combiner des méthodes de data viz avec du data analytics, ça augmente justement l'explicabilité des prises de décision en termes de monitoring, enfin d'observation, d'évolution des paramètres de décision et des frontières de décision. Donc l'explicabilité, la responsabilité, la transparence, on trouve les approches ici dans cet axe-là.
Et sur le quatrième, hein, qui est protection à la fois donc des informaticiens, enfin je veux dire, c'est plus sciences informatiques avec les sciences juridiques, mais aussi des économistes qui travaillent sur les concepts de comment, enfin en fait, il y a, par exemple récemment on a lancé des projets de recherche. Il y en a un qui donc discute le modèle de protection décentralisé des données personnelles. Aujourd'hui, on est beaucoup dans des modèles centralisés de données personnelles plutôt, avec la GDPR. Sauf que la GDPR n'a pas prévu les modèles décentralisés, c'est-à-dire le cas où les données sont chez, je dirais, le citoyen ou le consommateur. Et je fais référence là aux Personal Information Management Systems, les PIMS. Donc GDPR n'a pas prévu ce cas-là. Donc là, c'est un cas typique de recherche, puisque, je veux dire, il n'y a pas de solution sur étagère, ni sur le plan juridique, ni sur le plan informatique. Et c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée, justement, de combiner des compétences et des expertises qui, a priori, ne se retrouvent pas dans les mêmes conférences, qui souvent ont été très, très silotées. Ben là, on a une valeur vraiment ajoutée très pertinente. Donc, voilà, je finis quand même là-dessus. Donc, vous êtes tous au courant et vous avez suivi notre actualité, l'actualité du pays, c'est-à-dire le plan IA annoncé par Macron au Collège de France après la mission Villani, qui a recommandé sur le plan recherche donc la création d'un réseau des 3 IA, c'est-à-dire les instituts interdisciplinaires de l'IA. En fait, avec l'équipe, et Jean-Noël en fait partie, de DataIA, on a vu quand même, on avance de phase quand même, et c'est bien. On a été très bien écoutés, moi je veux dire, par la mission Villani, puisque ça recommande d'avoir plusieurs sites d'instituts interdisciplinaires de l'IA, qui est déjà DataIA, qui a été lancé avant le plan actuel. Et donc, pour citer notre président, effectivement, qui a annoncé donc au Collège de France qu'il faut faire émerger 4 à 5 pôles en France, dont certains existent déjà, en mentionnant DJ Hall et DataIA à Saclay. Donc voilà, donc on continue notre chemin et on est très ouvert pour plus de discussions et de co-développement sur ces questions-là. Merci. Non. On peut peut-être terminer par ta page de pub que tu avais mis après. Ah oui. En effet, donc, nous organisons avec nos partenaires donc, de la JST donc, au Japon. C'est l'agence donc, nationale de financement de la recherche d'excellence au Japon, la JST, avec le ministère et avec l'ambassade de France à Tokyo. Donc on a un symposium de 2 jours et demi avec 3 programmes CREST de la JST. Les CREST sont les équivalents des ERC en Europe. Et les CREST sont vraiment des chercheurs d'exception à travers toutes les universités japonaises. Et on va recevoir plus de 25 directeurs de recherche, donc pilotes de ces programmes autour de sciences des données, IA, donc Core Technologies and Application for a New Society. Et donc là, ça va se passer à Paris, à l'amphithéâtre du ministère. Et en fait, vous êtes tous invités. Enfin, je veux dire, il y a des inscriptions sur notre page de DataIA de l'événement. Voilà. Merci Noza encore.